Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On va commencer par notre focus. Elle est mathématicienne, spécialiste de l'espace et puis on la compare aussi souvent à un certain Elon Musk. Hélène Huby est notre rôle modèle du jour et on découvre son portrait dans un instant. Et puis il est avec nous en plateau. Il a toujours une idée derrière la tech et il s'appelle Benoît Grunewald. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver dans l'émission. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va aborder la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle justement, elle est au programme de l'émission aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourrait représenter une sorte de remède à certains maux que notre école ne cesse de rencontrer? Et puis aussi, quelle révolution représente-t-elle à la fois pour nos enseignants et nos élèves, au-delà des évidences? Et ben voilà deux questions qu'on va poser à notre invité. Merci à lui d'être là avec nous depuis Hong Kong. Yann Oury, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour Philippine et merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes directeur de l'innovation au lycée français international de Hong Kong. Justement, on va parler de tous ces sujets-là ensemble dans un instant, si vous voulez bien, juste après le focus. Lorsque Jules Verne écrivait son ouvrage « De la Terre à la Lune », il ne pouvait pas évidemment se douter que ce qu'il évoquait dans son livre deviendrait un jour réalité, et ce grâce à une femme. Hélène Huby est une Française à la tête d'une entreprise qui s'appelle The Exploration Company, une entreprise qui vise à devenir d'ici 2027 le premier service européen de fret spatial, rien que ça. Et Jean Martineau nous en dit plus dans son portrait du jour, c'est notre focus. Bonjour, je m'appelle Hélène Huby, je suis cofondatrice et CEO de The Exploration Company. C'est un projet qui fait rêver petits et grands. Elle l'a fait. Très scolaire, sa réussite n'est pas réellement une surprise. Diplômée d'un master à Sciences Po, puis sortie administratrice civile de l'ENA, Hélène Huby ne brûle pas les étapes et gagne en expérience. Premièrement, dans le monde de la presse, puis en 2013, elle intègre un peu par hasard le monde spatial, où elle grandit et se passionne pour qu'enfin en 2021, elle se lance et crée son entreprise, The Exploration Company. The Exploration Company a pour mission de démocratiser l'accès à l'exploration spatiale. Et pour ce faire, nous fabriquons des vaisseaux spatiaux qui sont comme des voitures. Ils sont multimissions, ils peuvent transporter du cargo, des hommes. Ils sont réutilisables et on peut faire le plein sur ces vaisseaux et on fait le plein avec de l'essence qui est produite à partir de ressources spatiales. L'entreprise The Exploration Company est déjà une réussite. Hélène et ses associés ont déjà levé plus de 45 millions d'euros pour réaliser leur projet. Un record pour une start-up dans le domaine spatial, mais cela n'est pas dû au hasard. Hélène a su s'entourer des meilleurs et ses convictions ont séduit. Aujourd'hui, on est on track. On vole avec des clients, on vole avec 300 kg de clients. On a parmi nos clients l'Agence spatiale française, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale allemande. On a, je disais, des gens du luxe. On a aussi Airbus qui va voler avec nous, qui va démontrer une technologie on-board de notre véhicule. Et quand on a franchi cette étape de 24, en gros, on a volé 3 heures, on est réentré, on a ouvert le parachute, on a repris la capsule avec un bateau, rendu aux clients les payloads qu'ils avaient emmenés chez nous. Et après, on est prêt, quoi. Malgré l'énergie demandée, Hélène Huby montre son envie de rendre service et une volonté de contribuer à la paix. Son projet de fret spatial devrait arriver d'ici 2027. Mon fils, il me dit, moi j'aurai le choix quand j'aurai décidé d'aller sur Mars, etc. Et je pense que effectivement, nos enfants, donc les miens ont entre 8 et 14 ans à peu près, et je pense que ce sera une génération qui aura le choix d'être parmi les pionniers. Et ça veut dire que ce sera aussi un acte de courage d'aller développer cette humanité ailleurs. Mais oui, je pense que ça va arriver très vite en fait. C'est pas dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est en ce moment que c'est en train de se passer en fait. 2023 avait été une année fructifiante pour la Française qui avait récolté les prix de l'entrepreneur de l'année du cabinet EY, celui de visionnaire des trophées de l'impact de l'opinion et avait été nommé chevalier de l'ordre du mérite. Difficile de mettre la barre plus haut, mais son enthousiasme et sa persévérance pourraient bien l'emmener bien plus loin que les étoiles. Merci beaucoup Hélène Huby. Merci à vous. À l'ère de la révolution de l'intelligence artificielle, l'intégration de cette technologie dans un secteur aussi incontournable comme celui de l'éducation bouleverse les pratiques et ça soulève aussi des questions absolument cruciales. Par exemple, comment les enseignants sont-ils préparés à ce virage numérique? Quels sont les défis et puis les opportunités aussi qui se profilent? Et quelles sont les craintes et les réticences qui peuvent être légitimes, évidemment, parfois dans cette transformation de notre éducation par le numérique? On va donner quelques éléments de réponse avec notre invité aujourd'hui dans la première partie du talk. Et
aujourd'hui à nos côtés en duplex pour en parler, Yann Houry, directeur de l'innovation au lycée français international de Hong Kong. Yann, vous avez pris la parole il y a quelques jours seulement au sujet du rapport de la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans. Vous dites, je vous cite, c'est un rapport intéressant qui se montre souvent même juste et équilibré, qui démonte même certains mythes, mais dont le plus gros défaut est qu'il rassemble sous le terme des écrans un ensemble disparate de choses. Je veux bien que vous commenciez cette interview, si vous voulez bien, par clarifier justement votre point de vue, cet ensemble disparate de choses. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce rapport de la Commission sur les écrans ? Alors, ce rapport sur les écrans, paradoxalement, j'avais un a priori, enfin non, pas paradoxalement, au contraire, j'avais un a priori, et paradoxalement, il s'est trouvé que je le trouvais très intéressant, parce que en fait, je le trouve dans l'ensemble plutôt juste. Alors, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je trouve qu'il démonte certains mythes. Je m'explique. Souvent, quand on parle des écrans, les écrans en général, parfois avec un Z, vous savez, les écrans, c'est une catégorie un peu fourre-tout, et puis on leur reproche un peu tout et son contraire. Certains ont même reproché aux écrans de provoquer une espèce d'autisme virtuel. Enfin, il y a beaucoup de mythes. Hein. Il y a aussi le mythe des parents de la Silicon Valley qui ne mettraient pas leurs enfants dans des écoles où il y a des écrans. Et je trouvais que le rapport, au rebours de tout ça, disait des choses assez justes. Et je trouve aussi que c'est important qu'on comprenne bien que cette période de laisser-faire qui a été celle des débuts d'Internet peut-être, n'est plus d'actualité et qu'il est important de réguler, que ça ne peut pas être open bar et qu'il y a aussi urgence d'une certaine façon aussi à faire en sorte que les enfants soient au courant de ce qui se passe au travers de ces écrans, de ce que c'est que l'économie de l'attention, de ce que c'est que le design un peu addictif qui essaie de faire en sorte que vous restez le plus longtemps sur ces appareils. Donc je pense que c'est important qu'on s'empare de ce sujet. Voilà. Vous nous parlez, Yann, d'urgence d'économie de l'attention. Justement, le titre de ce rapport, c'est « Enfants et écran à la recherche du temps perdu ». C'est pour vous un titre annonçateur d'une volonté de porter un discours de vérité, parfois dur, parfois inquiétant aussi, sur l'usage que font nos enfants des écrans, selon vous ? Alors vraiment très sincèrement, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'au départ, ce rapport, je me disais ça ne va pas me plaire. Et le titre m'étonnait un petit peu, à la recherche du temps perdu. Et il y a aussi une espèce de prologue, je crois, qui est un petit peu lyrique. Il y a des envolées lyriques comme ça. Et je me disais, on va être un petit peu loin de ce que dit la science, on va être un petit peu loin des faits pour rentrer dans le domaine des opinions. Et c'est pas ça du tout. Je ne suis pas tout à fait sûr quant au sens à donner à la recherche du temps perdu. Je ne pense pas que le rapport indique que le temps sur écran soit un temps perdu. En revanche, je pense qu'on a perdu un petit peu de temps à ne pas réguler. Vous voyez, on ne régule pas les réseaux sociaux. Par exemple, on ne leur accorde pas la qualité de médias, donc ils ont une certaine liberté de parole qui n'est pas régulée. Et je pense qu'il est temps d'agir, de faire certaines choses. L'Europe s'en charge, elle se charge de réguler un peu tout ça. On a eu le RGPD, on a les Act, le DSA, le DMA, etc. Je pense qu'en ce qui concerne les enfants, il est important de faire quelque chose. Il y a des choses qui vont arriver très très bientôt. Et je pense aussi que ce rapport est intéressant pour une raison, c'est que il n'est pas accusateur, par exemple, vis-à-vis des parents. Et il ne dit pas aux parents, voilà, c'est à vous de vous occuper de vos enfants, c'est à vous d'installer un contrôle parental, mais il s'intéresse à des causes un peu plus générales et un peu en amont aussi. On a parlé de design tout à l'heure. Il peut exister un design, on l'a dit, qui crée des... Alors, je n'aime pas tellement le mot, mais enfin, c'est le mot qui est employé, d'addiction. Et donc, les causes sont là. Ce sont celles-ci auxquelles il faut s'attaquer. Alors ces enjeux, effectivement, ils peuvent aussi peut-être s'apprendre dès l'école. Vous êtes directeur de l'innovation au lycée français international de Hong Kong. Quelles sont, selon vous, les grandes questions, les grands sujets qui agitent aujourd'hui la communauté éducative, peut-être la vôtre, les élèves, les enseignants aussi, et puis les parents dont vous avez parlé, avec qui vous échangez quotidiennement. Vous qui connaissez l'innovation, l'enseignement et la formation comme votre poche, qu'attend-il de l'école d'aujourd'hui et de demain en matière numérique ?
Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ce serait difficile de résumer, mais si on fait un bref tableau, en fait, il s'est quand même passé pas mal de choses ces derniers temps, avec une accélération croissante. On a eu Internet, Wikipédia, etc. Puis plus récemment, il y a eu le Covid, la pandémie qui a fait basculer tout le monde dans l'enseignement en ligne. On s'était à peine remis de cette crise sanitaire, et je dirais une crise pédagogique, que en fait une autre surgit avec ChatGPT en novembre 2022. Donc, je crois que dans la communauté enseignante, majoritairement, on est conscient de changements importants et en revanche, il faut justement accompagner cette communauté enseignante dans ces changements, comprendre ce qui est intéressant, ce qui l'est moins, comment s'emparer de la technologie pour être le plus efficace. Ce sont des questions qui se posaient beaucoup, notamment avec la pandémie, on le disait tout à l'heure, mais évidemment avec l'IA, qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie qui est, contrairement à la plupart des technologies, en fait, ce que je veux dire, c'est que les technologies étaient des technologies d'adoption. Vous voyez, l'école se demandait comment on allait adopter les écrans. Là, l'intelligence artificielle n'a pas à être adoptée, elle est arrivée, elle est là. Les enseignants s'en sont déjà emparés, les élèves aussi. Et la question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Vous écrivez d'ailleurs dans le dernier numéro de Cahiers pédagogiques, un magazine spécialisé en éducation, au sujet justement de l'intelligence artificielle, qu'elle n'est pas un vulgaire outil, que dans le domaine de l'éducation, on affirme souvent que la pédagogie prévaut et qu'elle doit précéder toute utilisation de la technologie. Voilà une information, c'est ce que vous dites, qui mérite qu'on l'interroge. Pourquoi, Yann ? Parce que c'est en fait le problème de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient en premier. Et souvent, en fait, on dit que c'est la pédagogie et puis la technologie viendrait en second. Alors, en fait, moi, dans cet article, j'ai voulu faire un sort aussi à ce mot d'outil qui est employé très souvent, en fait, dans une restrictive. Vous savez, on dit ce n'est qu'un outil. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu dévalorisant pour les outils, alors que j'aurais tendance à penser que nos outils valent mieux que ça, en fait. On a passé c'est toute l'histoire de l'humanité qui est celle de l'outil, en fait. Et ces outils, ils sont quand même intéressants. Dans le cadre de l'enseignement de la pandémie, sans ces outils, on ne faisait pas classe, on fermait la porte des écoles, tout simplement. Et donc, je pense qu'il faut redonner sa place à ces outils. Il faut être un peu médiologue, en fait, d'une certaine façon. Il faut s'intéresser au rôle que joue l'outil dans la transmission de la connaissance, par exemple. Et en fait, oui, je m'interrogeais sur cette question de l'outil, notamment en particulier en ce qui concerne l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, souvent, un outil, c'est un objet comme un marteau, par exemple. On lui dit quoi faire. Mais dans le cas de l'IA, en fait, c'est un outil, si on considère que c'est un outil, qui est susceptible de nous conseiller, voire de nous dire ce qu'il faut faire. On a par exemple le cas d'un chercheur belge qui, je crois qu'on était en début de 2023, avril 2023, donc un chercheur belge qui se suicide après que l'intelligence artificielle lui ait conseillé de le faire. Donc, a priori, nos outils ne nous invitent pas à nous jeter par la fenêtre. C'est ça que je veux dire. Et en fait, l'IA, si on considère que c'est un outil, eh bien, c'est un outil d'une autre nature. Voilà. Et c'est cette nature qu'il faut interroger, je pense, et qu'il est important d'interroger. Et on va continuer justement à s'interroger sur le sujet, à avoir votre expertise et puis vos conseils aussi. On va en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
自从修的电路啊。坐好，我给你拿出工机试试。His father's building's down there. He wants to change that color right Pink, there. you ready? I want blue. Do blue. What? This blue? Green. Different blue? You want green? I got you. Oh nah, son. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Yann Oury, directeur de l'innovation au lycée français international de Hong Kong. Yann, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Benoît Gruneval qui a une idée derrière la tech. Benoît, on va parler avec vous, on va continuer même à parler avec vous de deux lettres qui font le buzz, l'intelligence artificielle, IA. Vous nous proposez aujourd'hui de nous pencher sur son usage, non pas dans l'éducation, mais dans le domaine de la cybersécurité. Et oui, on le voit avec notre invité, l'IA est un gros sujet d'actualité et cela a d'ailleurs un impact important sur la cybersécurité. Et d'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'IA est en usage dans la cybersécurité depuis de très nombreuses années. Et ce sont des changements, son apport vont changer la façon dont on va à la fois se protéger, mais également dont les cyberattaquants vont, eux, mener des attaques. Alors, quel tableau général vous dressez aujourd'hui de la situation ? Eh bien, sur cette IA dans la cybersécurité, je m'intéresserai à trois principaux facteurs. Le premier, c'est les pénuries de main-d'œuvre qualifiée. On sait qu'il manque à peu près 4 millions de professionnels dans le domaine de la cybersécurité, dans le monde, et en Europe, à peu près 350 000. Ah oui. L'IA peut nous fournir des conseils sur la manière dont on va pouvoir se protéger, ce qui fait que cette pénurie de talents va être compensée par des différents assistants et ou par des automatisations. Et l'IA, elle aussi, peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ce qui est un gros avantage quand on sait que les cyberattaquants, eux, attendent les moments où nous sommes justement normalement au repos pour pouvoir nous attaquer. Et puis, le deuxième facteur, c'est que les attaquants sont agiles et qu'ils sont déterminés. Et ils disposent également d'outils nombreux. Je pense notamment à des mécanismes qu'on appelle as a service, c'est-à-dire que des éditeurs malveillants vont créer des boîtes à outils, des logiciels qui reposent ou non sur l'IA et qui vont permettre à d'autres attaquants, on va dire, moins professionnels, de pouvoir quand même nous attaquer grâce à ces outils qui sont tout à fait disponibles. Et puis, on le voit avec le sujet du jour, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Il y a l'introduction du numérique dans nos sociétés, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos administrations. Et si nos systèmes d'information viennent à défaillir, eh bien, c'est potentiellement toute la société qui s'arrête. Et pour ça, l'Europe travaille sur le sujet, et notamment nous accompagnant avec des réglementations. Je pense à Nice, je pense à DORA, je pense au Cyber Resilience Act et aussi à une réglementation sur l'intelligence artificielle elle-même. On est donc sur la bonne voie de ce que je comprends avec vous. On va revenir aussi quelques années en arrière. Benoît, selon vous, deux technologies ont récemment et profondément aussi bouleversé les avancées de l'IA. Quelles sont-elles ? Alors la première technologie, c'est l'avènement du cloud, le cloud computing, donc la mise à disposition de serveurs dans des data centers qui sont souvent hébergés par des GAFAM, des grandes entreprises, mais ça a l'avantage de nous mettre à disposition
notamment des chercheurs en IA, des ressources que l'on n'avait pas auparavant. Et puis la deuxième avancée, c'est l'avancée de l'IA en elle-même avec les algorithmes, avec ceux-ci qui sont à la fois plus performants, plus disponibles, plus précis, parfois en open source, ce qui va permettre à la communauté de travailler sur cette IA. Alors, on va revenir encore sur l'histoire de l'IA dans la cybersécurité. Est-ce que vous pourriez nous dire comment son apparition dans les solutions ou les produits s'est faite? C'est un enjeu essentiel, j'imagine. Oui, et ça s'est fait de manière croissante. On a commencé en 1997, par exemple, chez l'éditeur EZ, à intégrer des réseaux de neurones qui détectaient des macrovirus. Et pour une raison très simple, c'est le volume croissant de ces menaces. Et puis, au fur et à mesure, cette IA, bien entendu, avec le cloud computing et l'amélioration des algorithmes, eh bien, cette IA a performer. On va l'utiliser pour la différenciation entre des échantillons malveillants ou des échantillons sains. On va également l'utiliser pour le tri, quand on sait que le volume est important. Et on va aussi utiliser des systèmes d'apprentissage qui vont permettre de protéger à la fois les utilisateurs, mais aussi les terminaux, les ordinateurs et toutes les ressources Internet. Vous nous dites, Benoît, qu'il y a un grand nombre de menaces. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à chiffrer justement ce volume, nous donner un ordre de grandeur? Oui, par exemple, dans l'entreprise EZ, on reçoit plus de 500 000 nouveaux échantillons par jour. Ah oui. Donc là, c'est impossible de les traiter par des humains. Et on a, nous, depuis 32 ans, entraîné nos IA sur à peu près 4 milliards de données, ce qui représente à peu près 3 pétaoctets, et ce qui est pourtant être loin de ce que l'on a comme données au total. Donc il y a encore un peu de travail effectivement sur le sujet. Bon, comment l'IA elle est utilisée aujourd'hui par les équipes de sécurité dans les entreprises? Alors j'évoquais le manque de ressources. Les IA vont être sous forme d'assistants, des assistants qui vont justement processer une très grande quantité de données et qui vont pouvoir amener à prendre des décisions et ou à changer sa posture de sécurité. Ça va également permettre d'augmenter la productivité des personnes qui sont soumises à un très grand nombre d'échantillons. Et puis ça va permettre également d'améliorer la détection parce que l'IA va chercher dans toutes ces informations des signaux faibles, celles qui sont laissées par les attaquants lorsqu'ils cherchent à nous pénétrer. Vous avez quelques exemples justement d'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine? Et oui, les attaquants ne sont pas en reste. Ils ont bien compris tout l'intérêt, notamment pour l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la possibilité d'aller vers nous et de nous proposer de faire des actions que l'on ne ferait pas normalement. Par exemple, l'hameçonnage, répondre à des SMS, répondre à des emails qui sont frauduleux, mais également des escroqueries, et notamment des escroqueries tournées vers les chefs d'entreprise ou ceux qui ont le pouvoir financier dans les entreprises. Et là, je pense à l'hameçonnage ou à l'arnaque au président, celle qui fait que l'on va pouvoir envoyer malheureusement des virements à une personne que l'on pense être, par exemple, un collègue son directeur financier. Ou son directeur financier, mais qui en fait est un escroc. Effectivement. Alors du point de vue de l'attaquant, comment l'intelligence artificielle elle est utilisée aujourd'hui dans les cyberattaques? Eh bien, notamment au niveau de la désinformation. Parce qu'on voit que les cyberattaquants sont de nature multiple. On va être sur différentes catégories. Ceux qui vont être intéressés par des motivations financières, d'autres qui vont plutôt avoir des motivations activistes, et certains sont pilotés par des États. Et dans ces derniers, eh bien, on voit que les États utilisent la désinformation pour déstabiliser des pays et amener une certaine incohérence au sein de certains peuples. Tout ça, ça nous laisse songeurs. On sait que l'intelligence artificielle n'est pas une technologie ultime. On n'appuie pas sur un bouton et tout le monde part en vacances, ça c'est sûr. Mais quelles sont donc les limites de l'intelligence artificielle, Benoît? Eh bien, du côté du défenseur, on sait qu'il y a un certain nombre de faux positifs. Donc, il faut toujours contrôler cette intelligence artificielle, vérifier quels sont les résultats qui sont donnés. Et puis, du côté de l'attaquant, on voit bien aussi qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour avoir un logiciel malveillant ou pour avoir des techniques qui vont permettre de pirater. Donc il y a encore du travail à faire, côté défenseur, côté attaquant. Mais ce qui est sûr, c'est que l'IA nous emmène vers plus de simplicité. L'intelligence artificielle dans la cybersécurité avec vous aujourd'hui, Benoît Grunemwald. Je me tourne vers vous aussi maintenant, Yann Oury, qui est en duplex avec nous depuis Hong Kong. Est-ce que cet enjeu crucial, qui nous est démontré régulièrement dans l'émission par Benoît de la cybersécurité, il vous concerne aussi, vous, en tant que directeur de l'innovation au lycée français international de Hong Kong, et plus largement, est-ce qu'aujourd'hui c'est un vrai enjeu dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement? Oui, bien sûr. En revanche, ce sera plus le travail de mon collègue qui est le directeur du département informatique que le mien. Mais on s'efforce de sensibiliser aussi les élèves à toutes ces questions de cybersécurité, forcément, oui.
Allez, on va continuer à parler justement ensemble tous les trois de ce sujet, grand sujet et vaste sujet de l'intelligence artificielle. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. L'intelligence artificielle en éducation n'est pas un vulgaire outil. C'est en tout cas le point de vue de notre invité. On continue d'en parler avec vous. Yann Houry, vous nous avez expliqué en fin de première partie du talk qu'il faut peut-être pas forcément continuer à considérer l'intelligence artificielle comme un outil, mais plutôt comme un environnement, comme un tout, quelque chose en tout cas de plus large encore, tant ses utilisations sont nombreuses et sa présence est absolument partout, notamment dans le domaine de l'éducation. Est-ce que selon vous, l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative peut être une sorte de remède à certains maux de l'école que vous rencontrez peut-être aussi au lycée français international de Hong Kong? Un remède de certains mots. Écoutez, oui, pourquoi pas, effectivement, pour les enseignants peut-être. Je pense aux enseignants qui débutent et qui ont ainsi comme un assistant virtuel qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. Vous savez, quand on commence à enseigner, on n'a pas grand-chose dans son cartable, on n'a pas beaucoup de ressources. Alors évidemment, on peut aller sur Internet et faire son marché, mais on peut aussi dorénavant utiliser une intelligence artificielle pour générer du contenu. Donc effectivement, l'intelligence artificielle aujourd'hui étant multimodale, on va pouvoir générer beaucoup de choses. Et puis, dans une approche un petit peu constructiviste, on va pouvoir générer des activités. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir créer, dans le cadre du français, parce que c'est ma matière, dans le cadre de l'enseignement du français, on peut par exemple générer une dictée et puis avec une autre IA, transformer cette dictée donc, qui était au format texte au format MP3, donc au format audio, ce qui fait que les élèves peuvent l'écouter à leur propre rythme. Et de ce fait, je pense que l'IA peut nous aider aussi à obéir ou à réaliser cette vieille injonction qui date de la réforme du collège. Enfin, elle est assez ancienne, hein, cette injonction à différencier la pédagogie. On la retrouve déjà dans la loi Haby dans les années 70, mais grâce à l'IA, il va être plus facile que jamais de proposer différentes activités pour différents types de publics, pour des élèves à besoins particuliers. Donc on peut demander à l'IA non pas de faire une dictée ou un sujet de rédaction, mais 3 en fait, en fonction des besoins de ses élèves. Puis je crois aussi que l'IA peut aussi apporter un peu de justice dans un monde dominé par les tuteurs, les services en ligne. Aujourd'hui, grâce à l'IA, même si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ou payer un tuteur, eh bien, vous pouvez quand même interagir avec le chatbot et puis obtenir quelques questions. Vous pouvez même, par exemple, uploader un fichier PDF et puis si vous ne le comprenez pas bien, vous pouvez interroger ce fichier, vous pouvez lui poser des questions. Donc si vous êtes tout seul et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez trouver un petit peu de secours là-dedans. Donc je dirais que oui, je ne sais pas si ce sont des mots, mais en tout cas, ça peut aider considérablement. La révolution est en marche, en tout cas, effectivement, grâce à l'intelligence artificielle. Dans le domaine de l'éducation, vous nous le montrez. Benoît, est-ce que vous partagez l'avis de notre invité, Yann Houry? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est bien plus qu'un outil pour vous? C'est évidemment bien plus qu'un outil. Je mettrai juste un petit bémol quant aux biais et ou aux erreurs que l'intelligence artificielle peut produire. Et notamment, si on n'est pas spécialiste dans le sujet, il ne faut pas prendre pour argent comptant la réponse de l'IA, mais il faut avoir un esprit critique, considérer que les réponses sont des réponses statistiques. Et d'ailleurs, à ce titre, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a sorti un guide qui permet aux entreprises et aux administrations de pouvoir aborder l'IA avec les considérations qui sont celles de ses limites et de ses risques. Mais bien entendu, c'est quelque chose qui est favorable, mais il faut quand même toujours prendre mesure de ce que l'on va pouvoir faire avec l'IA. Merci Benoît. Vous partagez cet avis, Yann ? Absolument, merci pour la précision d'ailleurs. Effectivement, c'est-à-dire que, et ça c'est valable pour l'enseignant
comme pour l'élève, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous en remettez à une IA générative pour générer du contenu, il vous appartient de vérifier tout ce qui a été dit parce qu'il y a des biais dans la base, dans les données d'entraînement, il y a des stéréotypes. On sait que les IA affabulent, c'est-à-dire qu'elles hallucinent, c'est-à-dire que plutôt que de vous dire je ne sais pas, l'IA très complaisante s'efforcera de vous apporter une réponse, fut-elle complètement fausse. Donc c'est vous qui restez l'auteur au sens étymologique du terme, c'est vous qui avez l'autorité sur ce que vous allez écrire, même si ça provient d'une IA, ça devient vôtre, et donc il faut absolument tout vérifier. Oui. Je cite souvent André Tricot et Franck Amadieu à ce sujet, hein, quand ils disent dans leur petit livre Apprendre avec le numérique, je crois, quand ils disent c'est la connaissance qui se fait poser des questions, pas l'ignorance. Si vous êtes ignorant, vous ne savez pas. Donc d'une part, il nous faut des compétences, celles de savoir se servir d'une IA, mais il faut aussi des connaissances pour pouvoir juger de la validité, de la pertinence de ce qui vous est proposé, de ce qui est généré. Yann, est-ce que ça veut dire qu'être enseignant aujourd'hui à l'ère du numérique et notamment de l'intelligence artificielle, c'est plus difficile qu'avant ? Ouais, je crois, oui. Oui, je crois. Je crois qu'on demande beaucoup de choses aux enseignants, beaucoup plus. Enfin, j'ai de très vagues souvenirs là-dessus, mais je suis issu d'une famille d'enseignants, de parents enseignants, de grands-parents enseignants. Il me semble que le métier d'enseignant s'est considérablement complexifié. Et aujourd'hui, effectivement, il vous appartient de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, l'intelligence artificielle notamment, parce que les élèves s'en servent, par exemple. Et puis c'est un vrai problème de société, donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Donc oui, j'en suis convaincu. Alors avec tout ce que vous nous avez dit, justement, et ce qu'on a partagé avec Benoît aussi, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'intelligence artificielle dans le domaine spécifique de l'éducation, de l'enseignement et de la formation des enseignants ? Comment vous voyez concrètement l'avenir de cette technologie dans ce secteur qui, là aussi, est en plein bouleversement ? Alors, il faudrait pouvoir avoir une boule de cristal pour dire à quoi tout ça va ressembler. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je serai quand même prudent, loin des grandes déclarations, parce que finalement, depuis 100 ans, on s'efforce de déclarer comme ça que la technologie va révolutionner l'enseignement. J'évoquais tout à l'heure André Tricot, mais si ma mémoire est bonne, en fait, leur ouvrage commence avec cette remarque de Thomas Edison qui nous dit, quand on est en 1913, que bientôt, à cause du cinéma, à cause des films, en fait, les livres deviendront obsolètes. Donc, on a toujours envie ou en tout cas, on a souvent envie de voir la technologie comme étant disruptive. Toute l'histoire du XXe siècle devrait, presque, oui, un quart du XXIe siècle maintenant, devrait nous inviter à la plus grande prudence. Alors, pour autant, on le sait, l'IA a le potentiel de transformer l'école, mais est-ce que ce sera le cas ? Je pense que ce sera long. Mais ce qui est certain, c'est que ça devrait augmenter le gain de productivité, parce qu'en fait, vous voyez, si vous avez votre IA sur votre ordinateur, vous pouvez très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, générer du contenu. Vous pouvez lui demander de générer des idées pour vous, pour essayer aussi d'ailleurs de battre en brèche vos propres biais, avec les biais de l'IA par exemple. Vous pouvez lui demander de vous suggérer des idées. Donc un gain de productivité, mais ça concerne aussi l'analyse des données. Vous pouvez très bien... C'est le cas dans ChatGPT, dans son énième version GPT-4o. Vous pouvez connecter votre compte Microsoft ou Google et donc téléverser vos fichiers et leur demander une petite analyse. Par exemple, votre tableur sur lequel vous avez des données. Vous pouvez avoir de jolis graphiques interactifs. Et ben voilà, je crois que la révolution est en marche, en tout cas, et vous nous l'avez prouvé, et puis vous l'avez dit aussi, et je crois que notre chroniqueur du jour, Benoît, partage votre avis. L'intelligence artificielle, ben, c'est bien plus qu'un outil. Ça vient avec des défis, des questions, des opportunités aussi, on en a parlé, mais on le voit, les bénéfices sont déjà concrets. Merci encore infiniment à vous, Yann Oury, d'avoir été parmi nous aujourd'hui depuis Hong Kong, en plus, directeur de l'innovation au lycée français international de la ville. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à notre chroniqueur, Benoît, pour cette chronique toujours en lien avec l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.